On est citoyenne et citoyen d'un pays qui a déjà eu un président de la République définitivement condamné pour des atteintes à la probité, il s'appelle Jacques Chirac, dont le Premier ministre a été définitivement condamné pour des atteintes à la probité, il s'appelle Alain Juppé, dont le successeur de Jacques Chirac a été définitivement condamné pour une atteinte à la probité, il s'appelle Nicolas Sarkozy, et dont le Premier ministre a été définitivement condamné pour atteinte à la probité, il s'appelle François Fillon. Voilà. Donc ça veut dire 2 chefs d'État, 2 chefs de gouvernement qui ont été définitivement condamnés pour des atteintes à la probité. Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget qui était un fraudeur fiscal, ou même pendant la présidence socialiste de M. Hollande, le patron du parti présidentiel, Jean-Christophe Cambadélis, patron, quand il est désigné à la tête du parti socialiste, est déjà condamné 2 fois. Définitivement pour des atteintes à la probité. On n'a pas pu en trouver un autre. On a mis quelqu'un qui avait été condamné déjà 2 fois. Bien sûr, pas de difficulté à parler pour les affaires qui concernent la France insoumise, et je reviendrai peut-être sur les réactions que ça a pu provoquer du monde politique, ou celles du Rassemblement national, et j'y reviendrai. Mars 2017, Emmanuel Macron dit qu'évidemment, un ministre mis en examen devra démissionner. Aujourd'hui, il faut quand même constater que nous avons une ministre de plein exercice qui va être jugée pour corruption. Nous avons un secrétaire général de l'Élysée qui est mis en examen et qui va probablement être renvoyé devant un tribunal correctionnel pour des faits de prise illégale d'intérêt. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a été la griffure, si vous me permettez l'expression, de l'affaire dite Dupond-Moretti, qui s'est retrouvée devant ce que beaucoup d'hommes et de femmes politiques considèrent comme une sorte de furoncle démocratique, qui est la Cour de justice de la République. Quand même imaginer que nous sommes l'un des seuls pays au monde, à avoir pour les délits commis par des membres de gouvernement en fonction un tribunal d'exception, et qui est jugé par des parlementaires. Ça raconte quand même quelque chose. C'est-à-dire que c'est quand même le monde politique qui juge le monde politique. Et d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'affaire Dupond-Moretti, ça n'est évidemment pas le lieu, mais je ne connais pas un juriste qui ne discute pas la décision de la CJR sur la relaxe de la Cour de justice de la République pour les prises illégales d'intérêt dont il était soupçonné. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi ça me paraît important ? Parce que précisément, ce qui vous occupe, la délinquance financière, la corruption, par définition, c'est la rencontre du pouvoir et de l'argent. Ça concerne assez peu les nécessiteux. Et je vous dis ça parce que dans ce type de dossier, ce que je vois, d'où je suis, c'est que les mises en cause, par définition, sont des gens puissants. Ils ont des réseaux médiatiques, des réseaux financiers, des réseaux politiques. Et pourquoi je dis ça ? Parce que les mises en cause dans ce type d'affaires ont la capacité d'imposer un narratif dans la conversation publique autour de ces affaires-là. Dans ces dossiers-là, un ancien président mis en examen peut aller pendant 27 minutes aux 20h de TF1 se défendre. Puis quand ce même ancien président de la République est remis en examen en 2020 pour association de malfaiteurs, il va 45 minutes sur le plateau de la première chaîne d'infos en continu BFM TV. Je ne suis pas sûr que ni la première chaîne que j'ai citée, ni la seconde ont consacré ici 27 minutes et là 45 minutes pour expliquer, ne serait-ce qu'expliquer, avec toutes les prudences d'usage, quels sont les faits qui peuplent le dossier qui vaut les mises en cause. C'est dans ce type d'affaires où l'on voit un renversement de perspective qui, moi, me paraît proprement sidérant, sinon scandaleux. Souvent, les mises en cause ont justement la capacité, les mêmes qui demandent la tolérance zéro pour la délinquance du quotidien, la délinquance de droit commun, ont la capacité à s'inviter justement dans les médias pour faire le procès de la justice. Les mêmes vont à la radio, à la télé, pour dire que le problème dans ces affaires, c'est la justice. L'ancien président dont je parle, il faut quand même prendre conscience de ce dont nous parlons, a comparé la police anticorruption, l'OCLIF, l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, à la Stasi, est-allemande. Ça s'est passé, ça a eu lieu. Dans une tribune dans le Figaro en 2014, il a comparé l'OCLIF à la Stasi. Les juges d'instruction ont été attaqués nommément par ce même ancien président de la République. Quand il a été mis en examen ou quand il a été condamné. Il m'est arrivé,
de participer à des émissions de télé, où quand il y avait, après certaines affaires, que vous avez pu citer, la question qui m'était posée par mon propre milieu médiatique, c'est: est-ce qu'il faut supprimer le parquet national financier ? C'est déjà arrivé, ça, après des condamnations, parce que le parquet serait un organe militant ou je ne sais quoi, dévolu à des causes obscures, qui sont des discours de populisme anti-judiciaire très connus. On a les mêmes au Brésil avec Bolsonaro, on a les mêmes aux États-Unis avec M. Trump, on a eu les mêmes avec Berlusconi en Italie, on a le même avec M. Netanyahou concernant ses affaires de corruption en Israël. Marine Le Pen, l'affaire des détournements présumés de fonds publics au Parlement européen n'a jamais intéressé, n'a jamais fait l'ouverture des journaux, n'a jamais fait l'ouverture des matinales. En revanche, c'est devenu un événement quand Marine Le Pen a décidé d'en faire un événement au lendemain des réquisitions du parquet, en allant aux 20h de TF1 pour dire que c'était scandaleux. Elle a parfaitement le droit de le penser. Mais ça nous dit quelque chose, là aussi, il me semble, que le fond du dossier qui porte sur le détournement présumé, encore une fois, de 5 millions d'euros d'argent public, de votre argent, de notre argent, mon argent, ça n'intéresse pas. En revanche, quand la mise en cause décide de dire que c'est un scandale, que le parquet ose requérir une condamnation à effet immédiat avec exécution provisoire, on retombe dans ce qu'on entend, la République des juges, le gouvernement des juges, la justice contre la démocratie. Bon. Le sentiment d'impunité. La première des racines, il me semble que c'est le sentiment d'impunité. Qu'est-ce qui fait que Jérôme Cahuzac, fraudeur fiscal, il le sait, lui, qu'il a un compte en Suisse et à Singapour, accepte d'être ministre du budget quand François Hollande le lui propose? C'est quand même fascinant. Il dit oui. Il sait qu'il est fraudeur, lui. Et il accepte de devenir le ministre qui doit, du point de vue du gouvernement, lutter contre la fraude fiscale. Qu'est-ce qui fait que Claude Guéant, déjà définitivement condamné pour avoir détourné l'argent de la police, laisse traîner dans son secrétaire de son appartement la trace d'un virement de 500 000 euros qui va causer sa perte dans l'affaire des financements libyens, pour laquelle il est toujours évidemment présumé innocent. L'ancien directeur général de la police nationale, ministre, préfet, secrétaire général de l'Élysée, c'est le sentiment d'impunité. Puisque vous vous intéressez aux racines, je pense que c'est une racine qui est absolument très ancrée. Le ministère de l'Intérieur a rendu public il y a 1 an et demi, dans mon souvenir, des statistiques. C'est la première fois qu'on a eu un rapport statistique du service de statistique du ministère de l'Intérieur, qui est un organe absolument formidable, qui fait des études absolument passionnantes sur les atteintes à la probité. Et j'ai retrouvé le rapport. Pour les années 2016 à 2021, elles ont explosé de 28%. D'après le ministère de l'Intérieur. Donc c'est pas Mediapart qui le dit. Plus 28%. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Que ça fait l'ouverture des journaux? Est-ce que ça a suscité un débat politique au sein de l'exécutif pour dire plus 28%? Vous imaginez plus 28% d'accidents de la route? On dirait qu'il faut un plan national de sécurité routière. Vous imaginez s'il y avait plus 28% pour les cambriolages à Paris? Les autorités locales parisiennes diraient qu'il faut un plan là, de lutte contre les cambriolages à Paris. Plus 28% des atteintes à la probité. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule personne qu'on peut prendre au hasard dans la rue qui soit au courant de ce dont nous parlons. Le crime financier, même si au regard du code pénal, ça n'est pas un crime, c'est un délit, peut-être d'ailleurs faudrait-il réfléchir à cela, le crime financier s'adapte toujours. Et il a les moyens de s'adapter vite. C'est pour ça que c'est un écosystème général. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de ces questions-là si on ne parle pas d'un côté de la volonté politique, de l'autre de la force des lobbies, ici du sentiment d'impunité, là de la mobilité des paradis fiscaux, ici de la faiblesse des contre-pouvoirs, là encore du peu d'appétence médiatique pour ces questions-là dans un pays où l'essentiel des médias, je suis désolé de le dire, appartient à des capitaines d'industrie qui ont eux-mêmes des problèmes pour une grande partie avec la justice financière. Peut-être que ça n'aide pas, ça, à ce que dans les médias concernés et détenus par ce type de responsables économiques pour se dire que c'est peut-être
intéressant pour le grand public. Vous savez, moi j'entends toujours « Ah, mais ces affaires, elles sont compliquées ». Je ne comprends pas cet argument. Je veux dire, notre métier, c'est quand même de rendre accessible ce qui est compliqué, premièrement. Et deuxièmement, j'ai l'impression qu'on n'a pas de difficulté à faire des éditions spéciales sur des OQTF. Le droit administratif des étrangers, c'est très compliqué. Et pourtant, on le fait. Parce qu'on estime que c'est important. Et probablement, c'est très important. Je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas là pour dire qu'il y a quelque chose de plus important que l'autre. Mais ce que j'essaye de dire en vous répondant, c'est que le crime s'adapte. Vous parliez des paradis fiscaux. Bon. Pendant très longtemps, la Mecque des paradis fiscaux, c'était en effet la Suisse, ici le Luxembourg, Singapour, et puis des lois, des dispositions internationales ont permis que ça change. Bon, bah, c'est ailleurs maintenant. Et il y a des trous noirs dans le monde qui demeurent. Donc ça pose des questions diplomatiques, ça pose des questions politiques. Dubaï est un trou noir absolu qui ne coopère pas judiciairement. Les Émirats ne coopèrent pas judiciairement. C'est une réalité. Et ça devient du coup des lieux où on retrouve, et là ça me paraît intéressant, et ça va dans le sens de ce qui a été dit par Frédéric Ploquin, c'est que peut-être on a un biais dans notre façon institutionnellement de lutter contre ces phénomènes-là, que j'appellerais le syndrome des silos. Comme s'il y avait d'un côté les stupes, de l'autre le crime de sang. Ici, la criminalité organisée. Là, le financier. Comme s'il n'y avait pas ce que les spécialistes appellent des phénomènes d'hybridation. D'hybridation. Il y a des lieux de l'hybridation. Il y a des lieux de cela. Vous avez cité tout à l'heure un livre que j'ai commis d'argent et de sang. L'affaire dite des quotas carbone est une histoire incroyable d'hybridation entre le crime, le vrai, enfin le vrai, il n'y a pas de vrai, de faux crime, le crime tel qu'on en a une acception populaire, les bandits, et les cols blancs. C'est même la fusion, j'ose dire, chimiquement pure de cette histoire. Mais ces phénomènes existent aussi, y compris avec une partie de responsables qui ont des charges publiques. C'est une histoire sur laquelle Frédéric a beaucoup écrit, les histoires de celui qui a été surnommé le parrain des parrains, Michel Thomy, qui est l'un des inventeurs, avec son ancien associé, du concept de Corse-Afrique. Bon, c'est quelqu'un qui avait un pied à la fois dans des phénomènes mafieux insulaires, dans le monde des jeux et dans le monde politique. Il a été condamné dans une affaire concernant un ancien ministre qu'a rencontré 2 mois avant sa mort, Frédéric, dans cette maison. Je vous parlais tout à l'heure de l'affaire des financements libyens. Il y a un des prévenus qui s'appelle Alexandre Djouri, qui est présumé innocent, qui à lui seul pourrait incarner ce que j'essaye de vous dire sur les phénomènes d'hybridation. Et pour lutter face à cela, c'est vrai que nous avons des services enquêteurs, qui de la gendarmerie, qui de la police, qui des douanes, qui, y compris dans les parquets spécialisés, s'attachent à un type de délinquance et coopèrent peu entre eux pour essayer, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais pour essayer de partager l'information et avoir une vision d'ensemble. Et c'est l'une des prises de conscience aujourd'hui, notamment dans la lutte contre le narcotrafic, c'est qu'on ne peut pas lutter contre le narcotrafic si on ne lutte pas financièrement contre le narcotrafic. Je veux dire, limiter la lutte du narcotrafic à la saisie, se dire ce qu'il faut, c'est saisir, mais en fait, ça ne sert à rien. Enfin, je parle sous le contrôle de Frédéric, qui connaît beaucoup mieux que moi, mais enquêter dans un sens, ça, on sait faire. Pour trouver un peu de la drogue qui circule, un peu, hein, parce que c'est infinitésimal ce qu'on saisit par rapport à ce qui circule. Mais dans l'autre sens, faire l'enquête dans l'autre sens pour remonter les flux financiers, c'est ça. Enfin, on n'est pas